En 2018, il y a un véhicule autonome expérimental qui roulait à pleine vitesse et qui a soudainement dévié de sa trajectoire pour aller s'encastrer de plein fouet contre une barrière d'autoroute. Ouais, une histoire vraiment tragique. Complètement. Et le truc dingue, c'est que quand les ingénieurs ont récupéré les données de bord pour comprendre, ils ont trouvé aucun bug logiciel classique, hein. Enfin, les capteurs fonctionnaient, les caméras voyaient très clair et le processeur tournait normalement. Le système a fait exactement ce que ses mathématiques lui dictaient, en fait. C'est ça, Sam. Et c'est ça le plus terrifiant, parce que la barrière contre laquelle le véhicule s'est écrasé, elle venait tout juste d'être construite. Donc elle n'existait sur aucune des millions d'images d'entraînement du réseau de neurones. Face à cet inconnu absolu, le système n'a pas su dire je ne sais pas. Et c'est un point crucial. Ça illustre parfaitement la faille de ce qu'on considère souvent, à tort d'ailleurs, comme une espèce de magie moderne. Grave. Quand une IA conduit une voiture ou écrit un poème, on a tous cette tentation d'y voir une intention, une vraie intelligence. Mais sous le capot, il y a zéro conscience. C'est juste des matrices, des vecteurs, des algorithmes d'optimisation. La voiture n'a pas décidé de foncer dans le mur. Elle a juste appliqué une fonction mathématique sur des données qu'elle n'avait jamais vues. Et ça a donné un résultat fatal. C'est exactement le cœur de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Donc, bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources IA. Je suis ravie de lancer cette discussion parce qu'on a un programme hyper dense. Absolument, je suis ravi d'être là pour décortiquer ça avec toi. On s'attaque à un cours magistral du MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology. Voilà, une conférence fascinante qui dissèque les modèles de langage et les nouvelles frontières du deep learning. Et la mission de notre deep dive aujourd'hui pour notre audience, c'est vraiment de dissiper ce brouillard marketing, comprendre comment l'IA pense, ou plutôt comment elle calcule, et pourquoi elle échoue parfois de façon si spectaculaire. Parce qu'à la base, il faut bien le dire, l'IA, c'est juste un immense approximateur de fonctions. Un approximateur de fonction, c'est le grand mot. Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour comprendre comment ça marche, faut remonter à un truc de 1989, non? Exactement. C'est le théorème d'approximation universelle. Ça semble très théorique, mais c'est vertigineux. En gros, ça prouve mathématiquement qu'un réseau de neurones, même super basique avec une seule couche cachée, il peut approximer n'importe quelle fonction continue. N'importe laquelle? N'importe laquelle. Que ce soit pour prédire la trajectoire de Mars ou pour faire la différence entre les pixels d'un chat et d'un chien, le théorème dit qu'il existe une configuration exacte des poids spécifiques dans le réseau qui peut accomplir la tâche. C'est une promesse monumentale, mais la mécanique, en fait, elle est super complexe. J'aime bien utiliser une analogie pour ça. C'est un peu comme si on essayait de recréer la courbe parfaite d'une rivière, mais on n'a que des planches de bois toutes droites et rigides. Ah oui, je vois l'idée. Si on a juste 2 ou 3 planches, le résultat est super grossier. Mais si on a 1 milliard de planches minuscules, on finit par épouser la courbe de la rivière de façon quasi parfaite. Le réseau de neurones fait ça avec les données. Sauf que, et c'est là que le théorème de 89 est un peu frustrant, il nous dit que les planches existent, mais il nous donne pas du tout le manuel d'instruction pour les assembler. C'est exactement ça. Il garantit que la solution existe. Point. Pour la trouver, il faut utiliser ce qu'on appelle l'algorithme d'optimisation, genre la descente de gradient, qui va ajuster ces millions de petites planches par essai-erreur. Et c'est pendant cette phase d'apprentissage que les choses deviennent vraiment bizarres, non? Complètement bizarre. Le cours du MIT cite une expérience hallucinante sur la base de données ImageNet. Les chercheurs voulaient tester jusqu'où cette capacité de mémorisation pouvait aller. Ils ont pris des dizaines de milliers d'images et ils ont littéralement détruit le sens en attribuant de nouvelles étiquettes au hasard. En lançant un dé virtuel, c'est ça. Voilà, un dé à K-face. Attends, donc ça veut dire que si le dé tombe sur un 4, une photo de chat est étiquetée comme avion et une autre photo de chat devient pomme. C'est ça. Et une voiture devient brocoli. Du chaos sémantique pur et simple. Mais mathématiquement, face à ce bruit absolu, le réseau devrait juste saturer, non? La descente de gradient devrait rien trouver, puisqu'il n'y a aucune logique. C'est ce que notre cerveau humain se dit parce qu'on cherche du sens partout. Mais le réseau de neurones, il s'en fout du sens. Lui, il cherche juste à minimiser une erreur mathématique. L'expérience montre que grâce à sa taille immense, ses millions de paramètres, le modèle a réussi à atteindre près de 100% de précision sur ce jeu de données complètement absurde. Waouh! Il a tordu son espace mathématique pour faire correspondre le pixel exact de l'image A à l'étiquette illogique B. Il a mémorisé le bruit. C'est fou parce que c'est l'équivalent parfait d'un étudiant qui passe un QCM hyper dur, disons en astrophysique, et qui pige absolument rien au sujet, mais il mémorise juste l'ordre des réponses, genre A, C, B, D. Ouais, il a 20 sur 20 à l'examen blanc.
exact. Mais le jour de l'examen final, si le prof change l'ordre des questions, bah paf, il a 0. Et c'est ce qu'on appelle le problème des données hors distribution, non? Absolument, le fameux out of distribution. Dès qu'on sort du cadre hyper strict de ce que le système a mémorisé, il s'effondre. Et ça nous amène à la règle d'or de l'informatique. Garbage in, garbage out. Déchets à l'entrée, déchets à la sortie. Le réseau va absorber tous les biais des données. D'ailleurs, la conférence mentionne ce cas hyper ironique avec les chiens. Ah oui, l'algorithme de colorisation. Ouais, un labo avait entraîné une IA à coloriser des photos de chiens en noir et blanc. Et au moment des tests, il voit que l'IA peint systématiquement le menton de plein de chiens en rose vif. C'est absurde. Totalement. Et quand ils ont fouillé dans les données d'entraînement, ils ont compris. Sur la plupart des photos, les chiens tiraient la langue parce qu'ils allaitaient. Donc le réseau a créé une corrélation forte entre le bas du visage du chien et le rose. Il n'a jamais compris ce qu'était un menton ou une langue. C'est drôle avec des chiens roses, mais si on ramène ça à la voiture autonome du début, Ah oui, là c'est plus la même histoire. le problème de la barrière qui n'était pas dans la base de données, c'est pas un petit bug, c'est une faille majeure. Face à cet objet hors distribution, le modèle ne sait pas quantifier son incertitude. Il ne dit pas « Alerte, je ne reconnais pas ça ». Souvent un piratage avec des lignes de code vert fluo sur un écran noir. Très Matrix, quoi. Voilà. Mais là, le piratage se fait sur l'image elle-même. Tu prends une photo d'un temple asiatique, l'IA dit c'est un temple à 99%. Ensuite, un attaquant rajoute un bruit numérique invisible à l'œil nu par-dessus l'image. Invisible pour nous, mais pour la machine. Pour la machine, c'est le chaos géométrique. Et d'un coup, avec une certitude absolue, l'IA affirme que ce temple est une autruche. Une autruche. Wouhou! Sérieusement? Oui, parce que dans l'espace multidimensionnel de l'IA, le bruit a poussé les pixels pile de l'autre côté de la frontière invisible entre temple et autruche. Le MIT a même imprimé des petites tortues en 3D avec des textures hyper spécifiques. Peu importe l'angle de la caméra, l'IA voit un fusil au lieu d'une tortue. C'est glaçant. Pour quiconque écoute ça et travaille dans la médecine, la sécurité ou la défense, c'est une sacrée alerte. Si la machine peut avoir raison 99% du temps, mais se planter de façon aussi aberrante sur le dernier pourcent sans jamais douter, la fiabilité est nulle. C'est pour ça que la recherche a dû changer de paradigme. Cartographier des pixels un par un, ça mène à ces impasses. La solution, c'est de forcer l'IA à comprendre la structure même des données pour créer de la nouveauté. C'est l'arrivée des modèles génératifs. Alors parlons-en, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avant, on avait les GAN, les réseaux antagonistes génératifs, mais ça avait des limites. Oui, les GAN, c'était un duel permanent. Un réseau essaye de créer une fausse image pour tromper un autre réseau. Mais ça souffrait d'un truc appelé l'effondrement de mode. En gros, le créateur trouvait une faille, genre un visage spécifique qui trompait toujours le détecteur, et au lieu de créer plein de visages différents, il pondait toujours le même en boucle. Le petit raccourci mathématique paresseux. Exact. Parce qu'ils essayaient de créer la réalité d'un seul coup. La vraie révolution aujourd'hui, ce qui nous donne ces images ultra réalistes sur Internet, ce sont les modèles de diffusion. C'est un processus de destruction puis de reconstruction. Et j'adore l'analogie pour comprendre ça. Faut s'imaginer une photo hyper nette d'un paysage, et on va ajouter du bruit étape par étape. C'est comme si on prenait un stylo noir et qu'on gribouillait frénétiquement sur la photo. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une tache d'encre, du bruit pur. Voilà. Et l'entraînement de l'IA, ce n'est pas de peindre à partir de zéro, mais d'apprendre à effacer ce gribouillage étape par étape pour retrouver l'image d'origine. C'est brillant mathématiquement. À chaque étape, le réseau utilise une fonction appelée l'erreur quadratique moyenne. Son seul but, c'est de prédire et de soustraire la quantité exacte de bruit ajoutée juste avant. En apprenant à retirer ce bruit, le modèle apprend la physique même de l'image. C'est fou. Et du coup, une fois qu'il sait faire ça, on lui donne une nouvelle tache d'encre générée au hasard et il applique sa méthode de nettoyage. Et paf, ça fait émerger une image inédite, photoréaliste. Et le plus beau, c'est que ça dépasse la simple génération de mèmes sur Internet. La source du MIT montre que cette architecture de diffusion est utilisée en biologie structurale maintenant. Ah oui? Pour les molécules? C'est ça. Les chercheurs transforment des structures 3D de protéines en bruit et demandent à l'IA de reconstruire des molécules inédites et stables. Ça ouvre la voie à des médicaments sur mesure. C'est une application tellement dingue de l'apprentissage profond. Mais attends, si on sait générer des images et des protéines en retirant du bruit, comment la machine arrive à faire du langage? Parce que la pensée, le raisonnement, c'est pas juste des pixels qu'on nettoie. Non, en effet, la stratégie de diffusion marche mal pour le langage. C'est là qu'entrent en scène les grands modèles de langage, les fameux LLM. Les moteurs derrière ChatGPT et compagnie?
Et je trouve que c'est la partie la plus contre-intuitive. On voit une IA réussir l'examen du barreau ou coder en Python et on se dit waouh, elle comprend le droit, elle comprend la logique. Mais la conférence du MIT recadre ça violemment. Totalement. Leur objectif, à la base, ce n'est absolument pas de comprendre. Leur seule mission, c'est de prédire le prochain morceau de mots, le prochain token. Attends, donc t'es en train de me dire que ces systèmes qui écrivent des essais philosophiques, c'est essentiellement l'équivalent sous stéroïde du correcteur automatique de mon smartphone qui devine le mot d'après dans mon texto. À la base, oui, c'est exactement ça. C'est de l'apprentissage auto-supervisé. On lui donne des téraoctets de texte brut, il lit le chat boit du, et il calcule des probabilités. S'il dit ciment au lieu de lait, le système est pénalisé par ce qu'on appelle l'erreur d'entropie croisée. Ces connexions sont mises à jour pour que la prochaine fois, lait soit le plus probable. Mais comment c'est possible? Si c'est juste un correcteur automatique géant qui joue aux probabilités, d'où vient cette illusion de raisonnement à long terme? Deviner le mot d'après, ça devrait pas suffire pour écrire un paragraphe cohérent. Et pourtant, c'est là qu'on touche au mystère central de la recherche actuelle avec les lois d'échelle neuronale. Les chercheurs ont remarqué que si on augmente massivement la taille du réseau, le nombre de textes et la puissance de calcul, l'amélioration ne suit pas une simple ligne droite. Il y a des sauts. Il y appelle des transitions de phase. Un peu comme l'eau qui bout et devient soudain de la vapeur, c'est ça l'idée. Exactement. Arrivé à une certaine échelle, le modèle ne peut plus juste mémoriser des statistiques superficielles pour avoir bon à son jeu de devinette. La méthode la plus efficace pour lui, c'est de développer de véritables représentations compressées des concepts. Donc traduire une langue ou faire de la logique, ce ne sont pas des règles qu'on lui a programmées, ce sont des propriétés émergentes. Voilà. Elles apparaissent spontanément parce que c'est le meilleur raccourci mathématique pour prédire le mot suivant. C'est vertigineux de se dire que notre perception de son intelligence n'est qu'un sous-produit de la compression de données. Mais d'un autre côté, ça explique parfaitement les hallucinations. Ah, les hallucinations, le grand problème des LLM. Puisqu'il n'y a pas de vraie compréhension du monde réel, pas de pensée à long terme et le modèle reste juste prisonnier des probas. Il peut te sortir une phrase avec une grammaire irréprochable, avec un ton hyper confiant, mais qui affirme un fait totalement faux. Parce que dans son espace mathématique, cet enchaînement de mots était le plus probable. C'est ce qu'on appelle un perroquet stochastique. Il émule la syntaxe de la rationalité, mais il n'est ancré dans aucune réalité empirique. Il invente au fil de l'eau. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on rassemble les pièces de cette exploration, l'image est claire. L'IA n'a rien de magique. Absolument rien. C'est un approximateur de fonctions surpuissant. Il plie l'espace pour mémoriser des données, il se plante tragiquement face à l'inconnu hors distribution et il génère des molécules ou des textes fluides juste en optimisant des erreurs statistiques. Le triomphe des maths. Et tu sais, cette conclusion nous pousse vers une dernière réflexion assez dingue. Une vraie provocation philosophique qui rejoint les sciences cognitives. Vas-y, je t'écoute. On vient de voir que des bouts de silicium arrivent à simuler la logique et la créativité, juste en cherchant à prédire la suite pour minimiser une erreur. Eh bien, ça pose une question frontale sur nous-mêmes. Et si le cerveau humain fonctionnait pareil? Oh, tu parles de la théorie du cerveau prédictif. Exactement. C'est une hypothèse très forte en neurosciences en ce moment. L'idée, c'est que notre cortex ne traite pas l'information passivement. Il serait lui-même une machine à générer des prédictions constantes sur la seconde qui suit. Pour minimiser la surprise et survivre. C'est ça. Donc si on pousse le raisonnement, est-il possible que ce qu'on appelle notre conscience, notre libre arbitre, notre grande créativité, ne soit en fait que les propriétés émergentes d'une machine biologique hyper complexe qui essaie juste de deviner son propre futur immédiat? Ah ouais. C'est une perspective qui donne vraiment le vertige. Finalement, en essayant de comprendre le deep learning et les réseaux de neurones de la machine, on finit par tenir un miroir devant notre propre fonctionnement cognitif. Le grand mystère, c'est peut-être pas l'étincelle magique de la machine, mais la complexité mathématique de la vie elle-même. Est une excellente façon de voir les choses. Et c'est sur cette question fascinante qu'on va clôturer notre plongée au cœur de nos sources d'aujourd'hui. Je pense que le brouillard autour des limites de l'IA s'est bien dissipé. Un grand merci pour toutes ces explications. Avec grand plaisir. Et pour les esprits curieux qui nous écoutent, continuez à creuser ces sujets de votre côté. Gardez l'esprit grand ouvert. À la prochaine!